Donc, on va commencer. Bienvenue à celles et ceux qui viennent nous rejoindre. Je m'appelle Alenka Bonnard et avec mon co-directeur Danny Burkley, on est ravis de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour cette conversation avec la professeure Camille Perrier de Persinge. Pas vrai, Danny? Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis aussi d'être ici. Bienvenue. Et on se réjouit non seulement de la présentation de la professeure Camille Perrier de Persinge, mais aussi de la discussion qui va suivre après. Le reste, l'équipe du Chasse à Bord est aussi parmi nous. On est reconnaissable à nos fonds d'écran un petit peu dramatiques et encore hivernaux qui vont assez bien avec le Zeitgeist. Si vous souhaitez l'emprunter, parce que vous êtes dans cette humeur également, on va le mettre dans le chat. Ne vous gênez pas, c'est toujours bien d'avoir un fond d'écran à disposition. Tout le monde a son micro en mute, merci beaucoup. Déjà aussi la vidéo allumée, merci également. Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez contacter ma collègue Samira Keller qui est avec nous dans le chat. Donc a priori dans le chat et puis par mail si vraiment in extremis rien ne va plus. À part la présentation de notre invité qui va être enregistrée, ainsi que la conversation ensuite avec Dany et moi-même, voilà, c'est pas malin ça, excusez-moi, on va vous demander de ne pas répéter qui a dit quoi dans cette conférence. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez dire il a été question de telle et telle chose, mais vous ne pouvez pas dire telle personne a dit telle chose. Ça s'appelle le Chatham House Rule et ça nous permet en fait de discuter un peu plus librement. On est ici pendant 1 heure, donc jusqu'à 17 heures, et puis après quelques brefs mots d'introduction de ma part, on aura donc droit à une introduction de la part de la professeure Perrier de Persinge, et on va passer à une conversation. N'hésitez pas pendant la présentation déjà à mettre vos questions dans le chat si des choses vous viennent en tête, mais on va y répondre que par la suite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le Staatslabor, c'est le laboratoire d'innovation publique en Suisse. On est une association à but non lucratif et on est basé à Berne et on œuvre pour un État qui soit plus en phase avec les possibilités de notre époque et les besoins des gens. Donc le domaine de la justice, ça nous a assez naturellement intéressés, notamment en raison de l'immédiate interaction entre État et justiciable, qui ont souvent lieu aussi dans des circonstances qui ne sont pas toujours évidentes. En faisant quelques recherches en matière d'innovation et de justice en Suisse, on tombe assez naturellement sur notre invité. Camille Perrier de Persinge est avocate dans le canton de Vaud depuis 2012, spécialisée dans les modes alternatifs de résolution des conflits en matière pénale, matière qu'elle enseigne à l'Université de Lausanne. Camille, tu t'engages pour une justice qui met l'humain au centre, notamment dans le cadre de ton association, la Jurès. Cet engagement a été relayé par nombreux médias en Suisse romande, notamment dans une émission sur laquelle je suis tombée, le Forum fin 2019, où tu es en conversation avec un avocat, disons, réputé. J'ai trouvé ce débat assez intéressant et je le recommande si on a la patience pour une bonne dose d'arrière-garde et de mansplaining, parce qu'en fait, il illustre quand même assez bien deux perceptions très différentes de la justice sur ce qu'elle doit devenir, ce qu'elle est, et en l'occurrence la justice pénale. Donc, Camille Perrier de Persinge, on se réjouit de cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alenka. J'espère que vous m'entendez tous. Je vais partager mon écran pour que vous ayez accès à une petite présentation qui soutient mon propos. Voici. J'espère que c'est en ordre pour vous de cette manière. All right. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'écran? Ouais, super. Merci beaucoup. Cette présentation est intitulée « Repenser la justice pour mettre l'humain au centre des préoccupations, droit ou devoir d'innover pour le troisième pouvoir ». Ce dont je me propose de vous parler aujourd'hui, c'est brièvement de vous présenter quel a été mon constat en fait en tant qu'avocate, en tant que praticienne de la justice autour des attentes qu'on pouvait former autour de l'idée de la justice et puis de la pratique, en fait, d'à quel point peut-être ces attentes pouvaient être, dans certains cas, déçues. Et ensuite, je vais vous parler de cette innovation, demi-innovation que que constitue la justice restaurative, en vous parlant un peu de ce que c'est.
et pourquoi est-ce que ça pourrait présenter en fait un intérêt pour nous dans le cadre de la prochaine révision du code pénal. Alors, la justice, qu'est-ce qu'on entend habituellement par la justice? Qu'est-ce qu'on espère finalement de la justice? On sait qu'il existe des règles qui sont les lois, donc, en particulier le code pénal pour tout ce qui est de la justice pénale. Et puis, on s'attend en fait à pouvoir aller plaider notre cause devant un juge qui, tel le roi Salomon, va écouter la version des faits que nous apportons, celle de la partie adverse, puis trancher en fait dans la justice et décider d'une manière qui nous paraîtra correcte à la fin. Finalement, le juge saura découvrir la vérité et saura rendre une décision juste en application du droit. En réalité, en pratique, la personne qui est confrontée à la justice aura parfois un peu l'impression d'aller au théâtre et puis d'être un peu seule au théâtre, de ne pas trop comprendre ce qui se joue, de voir un peu des acteurs déguisés avec la robe d'avocat en ce qui me concerne, la robe de procureur, les juges placés légèrement au-dessus, et puis de ne pas tellement pouvoir participer à ce qui est décidé. Très souvent, en tout cas les victimes que j'ai pu représenter attendaient un peu d'avoir leur moment de lumière pour comprendre, enfin pour être écoutées, pour expliquer toute la souffrance qu'elles avaient vécue, alors qu'en réalité, on va leur demander d'en dire le moins possible ou de rester vraiment strictement dans les clous des faits qui sont juridiquement pertinents, ce qui peut quand même engendrer une certaine frustration. Et puis, cette participation, cette vision du théâtre, elle a un coût qui est non négligeable. On paye sa place assez cher quand on va au théâtre de la justice, puisque on doit payer non seulement les frais de justice, qui sont bien inférieurs à ce que coûte la justice en réalité, mais en tout cas, on doit participer à une participation des frais de justice, et puis on doit payer un avocat, on doit payer le frais d'expertise si c'est nécessaire, au point que même dans les causes civiles où j'avais l'impression d'avoir vraiment tout gagné et j'étais très très contente de moi lorsque j'exposais en fait aux clients que c'était une victoire quasiment complète, bien même dans ces circonstances, certains clients me disaient mais on ne nous a pas remboursé tous vos honoraires, ça nous a quand même coûté quelque chose, donc finalement où est-ce que j'ai gagné quoi que ce soit. Alors, dans le domaine pénal, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Qu'est-ce qu'on peut, en quoi est-ce qu'on pourrait innover pour contrer un petit peu cet effet-là? Et c'est là qu'intervient cette forme de justice qu'on appelle la justice restaurative, qu'on définit d'une part en fonction de ses buts et d'autre part en fonction de la manière dont on la rend ou de la manière dont on la prend, suivant comment on la décrit. Le but, c'est assez simple. En fait, on va partir de quelque chose d'assez trivial, qui est voir ce que c'est que l'infraction et voir concrètement ce que ça provoque. On va considérer l'infraction comme quelque chose qui fait du mal. C'est tout simple. L'infraction, c'est acte dommageable sur une personne. Ça fait du mal à une personne d'abord, à des biens peut-être, et puis à des relations enfin. Et puis la justice, elle va essayer de considérer tous les dommages et tous les besoins qui en résultent. Et, l'illustration, la photographie d'illustration que vous avez là, ça vous montre que quelque part, l'infraction, elle va frapper au centre d'un point d'impact, elle va affecter la victime directe d'abord, mais aussi par ricochet son entourage, le voisinage dans lequel elle s'est déroulée et peut-être la société dans son ensemble si le crime est particulièrement violent. Si vous avez des proches qui ont été victimes d'un cambriolage, vous avez pu constater qu'eux-mêmes ont été très affectés, peut-être sur la durée, à la suite de cet événement. Si vous avez malheureusement dans votre entourage quelqu'un qui a été victime d'infractions contre l'intégrité sexuelle, vous avez pu constater que non seulement ça a affecté la personne elle-même, mais vous-même, en tant que proche de victime, vous avez aussi été affecté, vous avez aussi souffert de la souffrance de la victime. Et puis quand on regarde la totalité de ces dommages, la justice restaurative va se donner pour but assez ambitieux d'essayer de réparer en fait l'ensemble de ces dommages, pas seulement le dommage financier qui est subi par la victime à la suite d'une intervention médicale, par exemple, nécessaire parce qu'elle aurait été blessée dans une infraction, mais tout ce qui va autour, les cauchemars, tout ce qui est difficile à gérer à la suite. Je vous ai parlé du cambriolage, évidemment, mais
toutes sortes d'infractions qui peuvent causer toutes sortes de conséquences. Puis la manière de rendre la justice, alors là l'image est peut-être un peu mal choisie, mais l'idée était de montrer qu'on cherchait à redonner en fait une voix et une place aux personnes qui sont les principaux touchés à la suite d'une infraction, c'est-à-dire la victime et puis l'auteur. Et puis on va le faire en créant un espace sécurisé d'échange, voire de dialogue, de rencontre entre la victime, éventuellement les proches de la victime, l'auteur, éventuellement aussi les proches de la victime. Les processus qui sont typiquement rattachés à la justice restaurative, c'est des processus dont vous avez certainement déjà entendu parler, comme la médiation dans le domaine pénal, ou les conférences de groupe familial, c'est sensiblement la même chose, mais on fait intervenir les proches, comme je vous le disais, ou les projets sycomores ou dialogues restauratifs dont on a aussi parlé dans la presse, où on essaye de rassembler des victimes d'infractions avec des auteurs d'infractions, principalement dans le milieu carcéral. On a aussi les cercles de discussion qui sont une technique particulière de communication en fait, où on va placer les intervenants en cercle et où on va donner la parole au moyen d'un objet de parole, élément qui peut, qui peut sembler en fait, un peu naïf ou un peu enfantin au premier abord, mais qui en réalité, en fait, pour l'avoir vécu, est assez puissant, hein, parce que de nos jours, je ne sais pas comment est-ce que vous vivez votre rapport à votre téléphone, mais enfin, c'est quand même très fréquent que lorsqu'on est en séance, on a tous notre téléphone dans la main, et puis on regarde quand même un petit peu qu'est-ce qu'on a reçu comme email ou qu'est-ce qu'on a pu recevoir comme message, malgré toute la bonne volonté du monde. Dans les cercles de discussion, on est juste sur une chaise, on n'a rien dans les mains d'autre que nos mains, et puis on écoute vraiment l'histoire de chaque personne qui peut parler vraiment à tour de rôle. Et ça augmente de façon en tout cas assez spectaculaire, assez marquante pour moi, la qualité de l'écoute et la qualité des échanges. Quelques points communs de ce type de pratique, elles sont menées par un facilitateur, on peut l'appeler médiateur, on peut l'appeler gardien du cercle, facilitateur, enfin il y a différentes dénominations, mais le point commun c'est que ce sont des personnes qui sont spécifiquement formées à ce type d'échange. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui pourrait être doué dans la négociation, c'est des gens qui ont vraiment suivi une formation assez poussée, qui ont l'habitude de devoir démêler tout ce qui surgit à la suite d'une infraction pénale, et quelqu'un qui a l'habitude de veiller à ce que ces échanges se passent bien. En justice restaurative, il nous faut le consentement de tous les participants. Très souvent, quand je parle de justice restaurative, il y a des réactions assez fortes, en ce sens qu'on va me dire « mais vous n'allez pas mettre une femme violée en face de son violeur, ça va être particulièrement traumatisant pour elle ». Ce à quoi je réponds toujours que l'association que je préside ne met personne en face de personne, mais se contente de donner la possibilité, le choix, tant à la victime qu'au violeur, d'avoir ce type d'échange. Ces échanges sont toujours préparés. On ne va jamais commencer par donner rendez-vous à une victime de viol et à un auteur un violeur qui aurait souhaité participer dans un café pour avoir un échange et puis qu'ils se serrent la main et puis discutent. Plus l'infraction est grave, plus la préparation est longue et poussée, et ça peut aller vraiment très très loin. On va discuter avec la victime de ce qu'elle aimerait entendre, de ce qu'elle n'aimerait pas entendre, de ce qu'elle a à dire. On va aller la pousser à expliquer la manière dont elle aimerait expliquer ça au violeur. On prépare, même s'il y a une rencontre, est-ce qu'il y aura une table, est-ce qu'il n'y a pas de table, qui est assis en premier, est-ce qu'on se lève, est-ce qu'on se serre la main. Donc c'est des préparations qui peuvent aller parfois très 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 loin. Ça suppose à chaque fois la participation active des parties, donc on est vraiment à l'inverse de ce que je vous décrivais dans cette brève introduction sur la justice de nos jours, c'est-à-dire que le facilitateur qui a vraiment bien préparé les entretiens se contente de donner la parole et ne dit pas grand-chose. Ce sont vraiment les parties qui demandent, qui expliquent et qui avancent. Et enfin, on ne va pas avoir ce but qu'on a souvent lorsqu'on envisage la médiation ou une conciliation, de signer un papier, où on va avoir un échange de concessions réciproques, principalement autour de la manière dont on va indemniser le dommage de la victime. En justice restaurative, on est plutôt en train d'essayer de trouver une manière de réparer de façon symbolique. C'est très difficile, on ne peut pas réparer une personne à la suite d'un viol, par contre, on peut offrir quelque chose en guise de réparation, et parfois, cette offre, ça va simplement être une forme de réponse à des questions qui pourraient se poser.
Pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant? On a beaucoup de recul avec ces types de processus dans le monde anglo-saxon et en Belgique et en France, en fait, qui ont un peu plus de pratique que la Suisse, qui est assez réticente à introduire ces outils. Et on a une série d'études qui ont été menées sur ce que ça fait aux victimes, pourquoi est-ce que les victimes veulent participer, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Un des premiers constats, c'est que quand on s'intéresse vraiment à ce que fait l'infraction et à ce que ça génère comme besoin auprès des victimes, c'est assez universel. Les victimes disent toujours qu'elles ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi c'est à elles que c'est arrivé. Elles expriment aussi souvent le besoin d'être reconnues comme victimes et de pouvoir un peu vider leur sac, c'est-à-dire de vraiment montrer quelque part à quelqu'un le mal qu'elles ont subi à la suite de l'infraction. Et puis, lorsqu'elles participent à un processus de justice restaurative, on se rend compte qu'elles ont un taux de satisfaction qui est quasiment stalinien, en fait, qui est très très élevé sur ces processus-là. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est non seulement ce qu'elles obtiennent dans ce processus-là, donc ça peut être des explications, effectivement, ou la possibilité de vider leur sac, comme je le disais avant, mais c'est aussi la manière dont le processus se déroule, c'est-à-dire que ce qu'elles apprécient, c'est d'avoir le choix, c'est-à-dire que quelqu'un s'asseye en face d'elles, puis dire, bon voilà, de quoi est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez faire à la suite de l'infraction. Même s'ils ne vont pas jusqu'au bout, ce choix-là, c'est quelque chose qui est perçu très positivement par les victimes d'infractions. Et puis ce qu'on a aussi constaté, c'est que ça a un effet pratiquement de santé sociale sur les victimes qui trouvent une manière de réduire les effets du stress post-traumatique. Vous savez, c'est cet effet qu'on constate lorsqu'il y a un événement traumatique, comme un viol en particulier, ou une infraction particulièrement violente, où la victime ressentira des moments où elle ne ressent plus rien, ou des moments de tristesse, de dépression, des cauchemars, ces effets de flashback. Ça, c'est des signes en fait de désordre, de stress post-traumatique. Et les victimes, lorsqu'elles participent à ces processus-là, elles peuvent vraiment améliorer considérablement leur score, déconstruire parfois l'image de l'agresseur qu'elles imaginaient comme tout puissant, qu'elles rencontrent finalement comme des petits jeunes qui sont gringalets pour décrire ce qu'avait dit une victime de brigandage à la suite d'un échange. Et puis, pour les auteurs, souvent, on peut me reprocher d'être un peu naïve, c'est-à-dire on va me dire, mais enfin, les auteurs d'infractions n'ont pas du tout de ressenti, de compassion à l'égard des victimes. En réalité, il y en a quand même qui ont ce ressenti-là, qui ont envie de participer à ces processus-là pour s'excuser et aussi pour raconter une autre histoire d'eux-mêmes. On a cette nécessité assez souvent exprimée chez certains détenus de vouloir se montrer autrement que juste le violeur, juste le brigand, juste le voleur, et de pouvoir dire qu'ils sont capables un peu d'autre chose et de quelque chose de bien. Et là aussi, on a des taux de satisfaction qui sont extrêmement élevés. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce type de processus-là avait un effet relativement positif sur la récidive, puisque dans beaucoup d'analyses, donc des méta-analyses qui sont citées ici au bas de cette slide, on a combiné les résultats de beaucoup d'études faites sur des milliers d'auteurs et on a constaté que ça réduisait faiblement, mais statistiquement significativement quand même, le risque de récidive chez les auteurs d'infractions. Et puis le résultat qui est aussi très très intéressant, qu'on doit aussi au monde anglo-saxon, c'est que si on compte le coût de cette récidive qu'on évite, même si on l'estime au plus bas, bien on récupère jusqu'à 8 fois le franc qu'on a pu mettre dans l'investissement de ce processus de justice restaurative. Donc le franc qu'on met dans le médiateur, on le récupère entre 3 et 8 fois en baisse de coût de la justice liée à la récidive. Alors c'est un calcul évidemment approximatif, est-ce qu'on peut vraiment faire ce type de calcul-là? Mais c'est quand même quelque chose que je souhaite souligner, c'est que ce n'est pas un outil qui est aussi cher qu'on pourrait le penser, puisqu'il s'agit simplement de payer le travail de médiateurs qui sont quand même largement moins coûteux que ceux des avocats. Donc je conclus assez rapidement, je sais que j'ai un petit peu dépassé le temps, je vous prie de m'en excuser. La justice restaurative, c'est un moyen intéressant d'innover, c'est un moyen intéressant d'être complémentaire à la justice pénale et ça a des effets très positifs sur les victimes, déjà sur les auteurs aussi et puis pour la société dans son ensemble. Et je vous remercie donc de votre attention.
Merci beaucoup, Camille. Un grand merci pour cette présentation. Je vous invite à poser vos questions dans le chat ou alors à signaler que vous avez une question et que vous souhaiteriez la poser directement à notre invité. On va commencer un petit peu une conversation. Ça a l'air assez parfait, hein, ce que tu décris. Comment se fait-il qu'il y ait même des voix qui s'élèvent contre? Est-ce que tu comprends certains arguments contre? Est-ce qu'il y a des arguments contre qui sont intelligents ou que tu arrives à comprendre? Alors, il y a des arguments contre que j'arrive très bien à comprendre, qui est ce risque de revictimisation de la victime. Parce qu'on a toujours cette peur que confronter la victime à son agresseur, c'est lui faire subir en fait un nouvel événement traumatique qui risque de la replonger plus profondément dans, dans l'infraction et ses conséquences. C'est quelque chose qu'on a pu constater dans le début de la mise en place de ces processus-là, parce qu'on n'avait pas encore la pratique ni les formations qui allaient avec. Quand on réintroduit ça dans les années 70 au nord des États-Unis, on a des victimes qui vont dire « mais pour moi c'était traumatisant, j'ai été mise en face de l'agresseur qui a minimisé les faits et c'était encore plus désagréable que si personne n'était venu me chercher ». Aujourd'hui, on est, enfin en tout cas grâce au monde anglo-saxon, on a du recul avec ça. Et je vous ai parlé de la préparation et du fait que ça allait vraiment dans le détail. On sait le faire, c'est-à-dire maintenant on sait comment éviter cette retraumatisation. Après, il y a l'autre effet qui est juste aussi, c'est que, je vous l'ai dit, ça suppose le consentement de tout le monde. Or, tout le monde n'est pas toujours d'accord de participer. Donc ça, c'est quand même assez difficile à mettre en place pour dire que on a ce projet pilote dans le canton de Genève où on travaille avec le milieu pénitentiaire qui nous envoie des cas. On a beaucoup de difficultés à avoir des victimes qui souhaitent participer, parce qu'on nous envoie souvent des cas qui sont des cas de brigandage qui se sont déroulés plusieurs années auparavant, et soit on ne trouve pas les victimes, ça c'est une grande difficulté, on a des problèmes de partage de données qui ne sont pas, qui ne permettent pas d'avoir l'adresse de la victime telle qu'elle, et puis on a des victimes qu'on arrive à contacter mais qui n'ont en fait pas d'intérêt avec ce processus-là parce que c'est encore assez méconnu. L'autre critique qui est souvent mise en avant et que je comprends en fait d'un point de vue politique ou parlementaire, c'est le coût en fait de mise en place de ces processus-là. Après, je vous ai donné un argument pour le contrer, dans ce sens qu'on économise quand même non seulement le coût de la récidive, mais aussi beaucoup le coût de remise sur pied des victimes. On a tout ce coût social des victimes qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles sont victimes de stress post-traumatique. Avec la justice restaurative, elles retournent plus vite travailler. Ça, c'est une autre étude qui le démontre. Mais c'est vrai qu'à la base, il faut faire un investissement. Et ça, c'est pas faux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même payer les médiateurs. Mais ce qu'on sait en Suisse, et ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé intéressant, dans les 10 années qui ont suivi l'entrée en vigueur du droit pénal des mineurs, qui prévoyait à l'origine la médiation pénale, on a vu la nécessité d'une augmentation du taux d'activité des juges dans tous les cantons, sauf dans le canton de Fribourg, qui avait mis en place un service de médiation pénale pour des mineurs qui est particulièrement actif et qui fonctionne très bien. Donc, dans tous les cantons, en tout cas dans tous les cantons romans, on a dû augmenter le nombre de juges des mineurs, mais pas à Fribourg, parce que dans le canton de Fribourg, le bureau de la médiation pénale des mineurs traite des cas, et les traite de façon efficace, en fait. Voilà pour les, les critiques les plus usuelles et les plus amenées. J'ai une question concernant aussi comment est-ce qu'on arrive à convaincre des sceptiques ou même des gens qui peut-être sont ouverts à cette approche mais la connaissent pas forcément, surtout parce que sauf erreur, ça joue sur des dimensions, la qualité d'écoute, les vécus personnels et subjectifs, des dimensions qui ne sont pas forcément reconnues comme légitimes dans ce genre de processus. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre qu'en fait, c'est important de les inclure dans ce genre d'approche et que c'est légitime de le faire? Je pense que c'est une question qui est intéressante. Je me rappelle
d'une objection d'un parlementaire de droite qui disait que la justice n'était pas là pour payer un psy en fait à la victime. Bon, c'est une manière de voir la justice, mais je pense que c'est quand même assez bon de se rappeler de la raison initiale pour laquelle on a mis en place des tribunaux et le droit, en fait. C'est pas une fin en soi, la justice. La justice, c'est quand même à la base quelque chose qui doit être au service des citoyens et des administrés. Et si la justice pénale n'est pas au service des victimes et de la société dans son ensemble, alors à quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'on est là juste pour s'entendre parler quand on est au tribunal? Ou est-ce qu'on est là pour tenter d'apaiser un conflit et d'éviter que ce conflit ne dégénère et d'éviter que ce conflit ne reproduise? Et quand on parle de l'infraction, est-ce qu'on n'est pas là pour essayer d'améliorer vraiment la situation des victimes et d'éviter que les auteurs ne recommencent? Or, c'est un outil qui, comme je vous le disais, a fait ses preuves dans ces deux domaines-là. Est-ce que de manière générale, tu as l'impression que la justice en Suisse sait se remettre en question, essayer des nouvelles choses, peut-être par rapport à d'autres institutions ou d'autres administrations, ou quelle est ton impression depuis l'intérieur, disons? Alors, mon impression est un peu biaisée parce que les magistrats que je connais bien sont souvent des magistrats qui s'intéressent à ces processus-là. J'ai connu beaucoup de juges qui avaient suivi des formations de médiation justement à côté pour enfin, élargir un peu leur palette de compétences, surtout quand ils avaient des cas de droit de la famille ou des cas de victimes d'infractions un peu sérieuses. Je suis assez mitigée, hein. J'ai connu des juges qui étaient vraiment pas du tout favorables, des avocats qui pensaient que ça servait à rien, qu'eux-mêmes étaient déjà tout à fait capables de gérer ce type de conflit et de jouer les médiateurs. De ce que j'ai connu de l'administration, j'ai souvent vu des ouvertures, mais des ouvertures qui n'étaient pas toujours partagées par la tête du département. Et j'ai trouvé, en tout cas dans toutes les administrations dans lesquelles je suis intervenue, que celui ou celle qu'il fallait convaincre, c'était celui qui était tout en haut. Et une fois qu'on avait réussi à convaincre celui ou celle qui était tout en haut, eh bien la suite se déroulait sans heurts parce que dans les personnes qui y sont directement subordonnées, on trouve souvent des adeptes, souvent des gens qu'on arrive à atteindre ou à toucher en fait avec ce type de processus-là. Mais voilà, ça dépend vraiment des cantons et ça dépend vraiment de qui décide tout en haut. Hein. Pour donner un exemple, sans le nommer, en fait, finalement, à Genève, ça a été très facile parce que c'était très porteur. Enfin, en tout cas, c'était considéré comme une bonne idée de faire de la justice restaurative dans le canton de Genève parce que la tête du département y était favorable, alors que dans le canton de Vaud, ça a été très, très compliqué. Il a fallu énormément d'écrits, de rencontres, de mails pour que finalement l'innovation se limite à ce tout petit pas qu'était le dialogue restauratif dans des prisons pour jeunes, mais uniquement avec l'association qui ne fait que ça. Ce que j'ai trouvé un peu décevant en fait, parce que a priori, la tête du département à cet endroit-là était plutôt d'un parti qui était favorable, alors qu'à Genève, c'était vraiment l'inverse en fait. Donc c'est pas une question de parti, je dirais, c'est peut-être une question de courage politique, d'essayer et de tenter. Est-ce que c'est une question générationnelle? Est-ce qu'il y a une composante générationnelle là-dedans ou est-ce que ça serait trop facile de le voir comme ça? Je pense qu'il y a une composante générationnelle. Je pense qu'il y a... finalement, on parle quand même de plus en plus de ces déçus de la justice. Hein. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience du fait que ça ne va pas se passer comme on espère que ça va se passer. Ça, je crois que de plus en plus, les gens réalisent que ça va coûter cher et que finalement, le best case scénario, c'est de toute façon un scénario où on va perdre de l'argent et que peut-être il faudrait essayer autre chose. J'ai pu constater en fait dans les conditions générales d'assurance de protection juridique que très souvent il y avait une clause de médiation. Donc je pense que si les assurances se mettent à trouver intéressants ces processus alternatifs, c'est bien qu'ils sont intéressants aussi d'un point de vue financier et qui permettent de résoudre le conflit à satisfaction de tous et pour de bon en fait. Après, en tout cas, la vieille génération d'avocats, ça oui, ça c'est certain, pour eux la médiation c'est un gadget. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu. C'était le procureur général de Genève de l'époque qui m'avait
qui m'avait un peu répondu. C'était il y a longtemps, hein, c'est largement prescrit. Il m'a dit: ah, vous faites votre thèse sur la médiation, ce gadget à la mode, vraiment le truc qui ne sert à rien et qui va s'essouffler un peu rapidement. Mais effectivement, les avocats de la vieille garde, les procureurs, mais c'est pas seulement avec la médiation. Hein, c'est pourquoi changer? On a toujours fait comme ça. Ça, je pense que c'est fréquent. Ça, on le voit assez souvent, mais il y a aussi vraiment un peu quelque chose de spécial dans la justice, la relation au pouvoir aussi. C'est des moments où on décide de la vie des gens. On pourrait trouver que c'est assez choquant, en fait, de, 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 de rester collé à des traditions où on ne veut pas céder aussi ce pouvoir de conversation aux personnes qui sont dans cette situation de vie. C'est, en tout cas, de loin, on comprend un peu l'État, le côté formel hein, aussi, c'est quelque chose qu'on souhaite maintenir, mais en même temps, il y a quelque chose de presque un peu malsain à ne pas vouloir donner du lest, non? Je sais pas, je comprends aussi l'optique qui veut que la justice ait un pouvoir symbolique et qu'on conserve en fait ce pouvoir symbolique où on entre dans la salle de justice avec le juge qui est en haut ou pour lequel on a du respect parce qu'il représente vraiment le droit et ce troisième pouvoir. Donc, je le comprends et je le respecte et je ne suis pas sûre qu'il faille y renoncer forcément. Hein. Je ne suis pas du tout dans une optique de dire la justice pénale ne sert à rien, il faut la remplacer par la justice restaurative. Moi, je suis plutôt dans une optique de complémentarité où je pense que la justice est très utile dans son travail, qu'effectivement, il faut des juges qui rappellent à l'ordre les criminels, ça je pense que c'est inévitable. Cela étant, il y a des besoins auxquels la justice ne répond pas et c'est de ce constat-là que sont partis les premiers promoteurs de la justice restaurative. Donc, je dirais pas que c'est choquant. Je pense que c'est normal, que ça a été conçu comme ça, mais que ça n'est pas la panacée, qu'il y a un certain nombre de besoins qui ne sont pas pris en considération dans ce cadre-là.